Ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Je suis Formule Blabla, vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos telles que de Fangio à Hamilton, le meilleur pilote du monde, ou encore plus récemment, Canada 73, la safety car qui fausse une victoire, ou encore ce dimanche en Formule 1. Nous en sommes à 7 Grands Prix écoulés de cette saison 2022, et il est temps de faire un premier bilan trimestriel de cette saison. En tant que professeur en blablatologie, diplômé d'un doctorat, regardez, j'ai des lunettes, je suis sérieux, j'ai enlevé les lunettes parce que ça me fait mal au nez. Après chaque Grand Prix, j'ai sanctionné les pilotes d'une note allant de 0 à 10, 0 étant la plus mauvaise et 10 étant la meilleure, et peut-être même la plus légendaire, l'une des plus légendaires de l'histoire d'un pilote, et 5 étant la moyenne choisie arbitrairement, puisque 10 divisé par 2 ça fait 5, je le sais, je l'ai fait sur une calculatrice, pour évaluer leur prestation globale course après course. J'ai donc fait l'addition de tout ça, et puis j'ai dressé un tableau total, et puis puisque c'est bien putaclic ou je sais pas encore quoi, j'y ai dressé sous forme d'un top 21, puisqu'il y avait 21 pilotes du coup, et puis on va passer ça en revue pilote par pilote, essayer de relever les points forts, les points faibles de chacun des 21 candidats au titre de cette saison. Putain, 21 candidats, qu'est-ce que je suis con moi. Bref, on va commencer tout de suite, sans surprise, vous l'attendiez, le numéro 21 de cette liste, c'est un des préférés de tout le monde, un pilote particulièrement redouté tant pour son rythme déplorable en qualification et en course, je parle bien évidemment de Nicolas Latifi. Bon, on rigole et je reviendrai dans les prochaines semaines sur Nicolas Latifi en tant qu'individu, en tant qu'espèce, mais là pour parler de ce début de saison 2022 spécifiquement, c'est particulièrement désastreux. Il a pour coéquipier un pilote qui n'a pas roulé en Formule 1 en 2021 et il se fait prendre du 8/10 en moyenne en qualification, c'est un désastre complet. Il s'est même permis de se crasher à Jeddah en qualif et en course où il a eu un 0 tout simplement, et puis honnêtement la meilleure note que j'ai pu lui donner c'est un 4 au Grand Prix d'Espagne, alors qu'au Grand Prix d'Espagne il était encore une fois à 7/8 de Albon, c'est juste que le dimanche Albon a eu des problèmes, il était nulle part en termes de rythme, donc par défaut on peut se dire que Latifi c'était pas trop mal, en plus il a terminé je crois 15e, donc voilà, mais honnêtement, c'est un désastre depuis ce début de saison, et sincèrement, je parle de désastre en tant que méchant personnage qui n'avait déjà pas beaucoup de choses très sympathiques à dire sur lui. En tant que pilote, bien évidemment, je n'ai rien contre ce charmant personnage, mais en tant que pilote, j'avais très peu de bonnes choses à dire sur lui, si ce n'est que l'an dernier, il avait démontré qu'en termes de rythme de course, il se débrouillait pas trop mal, il était très sérieux, très travailleur, mais là, c'est totalement déplorable, il est paumé avec la voiture, il sait pas quoi en faire, donc il s'en sort avec un total de 15 sur 70, et ce qui fait une moyenne de 2,14, ce qui est assez mauvais. Juste au-dessus, avec 21 points et une moyenne de 3 sur 10, c'est monsieur Schumacher, qui fait un début de saison pas tout à fait glorieux, même si des gens commencent à apercevoir par rapport à Latifi un petit peu plus de points positifs. Je pense notamment au Grand Prix de Miami où il était en belle course pour marquer des points avant de tout gâcher avec une manœuvre désespérée sur Schumacher. Il y a aussi eu l'Australie où il faisait une bonne course, ou à Bahreïn aussi où il se débrouillait pas trop mal, mais en qualif c'était pas encore trop ça et il a fait un petit peu trop d'erreurs en rythme de course. Pour le reste, bien, il y a eu ce désastreux et terrible crash qu'on a eu à Jeddah qui l'a sanctionné de course puisqu'il n'a pas pu prendre part. Ensuite, plus récemment à Monaco et pour parler également de Imola où au premier tour, il se permet 2 petites touchettes, une touchette avec Alonso puis une sortie de piste, ce qui a résulté en des courses désastreuses. C'est un début de saison vraiment pas terrible pour Schumacher. De temps en temps, il peut montrer un rythme très convaincant face à Magnussen, mais on est sur des résultats en dents de scie, et le problème, c'est que quand c'est bien, bah c'est juste correct, et quand c'est pas bon, c'est très mauvais, et ça crée du dégât en général. On se rapproche un petit peu plus de la moyenne, mais ça reste un 3,71, avec 26 points sur 70 pour Daniel Ricciardo, qui tombe 19e de mon vilain classement. Très sincèrement, je pense qu'on a trop tendance à taper sur Danny Ric depuis ce début de saison, parce que il y a eu des choses qui étaient pas trop mal. Après, c'est ça le problème, c'est que de Danny Ric, tu te dis pas que t'attends du pas trop mal, t'attends du bon en moyenne, t'attends le strict minimum, le minimum syndical. Or, à Bahreïn, il était nulle part à Imola, où il s'est crashé en plus avec Sainz au départ, et puis plus récemment à Monaco, où il était à 8/10 de Norris en moyenne.
Il y a eu des prestations correctes, mais il y a pas eu de bon, quoi. C'était soit ça passe, soit c'est pas bon. Et je sais que Ricciardo avait une très bonne excuse l'an dernier parce que il arrivait dans une nouvelle voiture très différente de ce qu'il avait l'habitude de piloter, qui souffrait d'énormément de grippe au niveau du train avant. Et on sait que Ricciardo, c'est un pilote qui aime un petit peu attaquer ses virages avec beaucoup de grippe en avant, avec des points de freinage très tôt, des entrées en virage assez agressives. Là, ça ne marche pas du tout avec cette McLaren, et il semble que cette McLaren 2022 soit plus ou moins sur la même philosophie que l'an dernier, ce qui convient parfaitement à Lando Norris, qui fait de très belles choses avec, mais Ricciardo, il n'arrive pas à s'y adapter, et il y a un moment, sur une saison de transition comme 2021, on peut se dire que voilà, ça peut servir d'excuse, mais au bout d'un moment, je pense que quand on en est à son niveau d'expérience, il y a plus vraiment d'excuses, hélas. Il va vraiment falloir qu'il se réadapte à ce nouveau style de pilotage, sinon, là, on parle déjà peut-être de son éviction pour la saison prochaine, alors qu'il a normalement un contrat en vigueur. En 17e position, tac, on en a sauté 2, c'est parce qu'il y a une égalité. Je vais parler d'abord de Zhou Guanyu, qui sera donc, on va dire, 17e et demi, tu vois. Honnêtement, je trouve que son début de saison est décent, je lui ai mis une moyenne de 4,29, on n'est pas loin du 5, tu vois, avec un total de 30 points. Le truc, c'est qu'il y a eu du moyen, un petit peu comme Ricciardo, mais il n'y a pas eu de bien. Peut-être à Bahreïn, où il a fait une sublime remontée du fond de peloton avec Bottas qui avait souffert d'un problème au départ, tout comme Zhou. C'est un problème très récurrent chez les Alfa Romeo. Et sur ce Grand Prix de Bahreïn, eh bien, le débutant a réussi à faire une très très bonne remontée, à arriver dans les points, à jamais être très loin du rythme de Bottas. Et dans des courses normales sans incident, il a démontré que le samedi, c'est pas bon du tout, honnêtement, mais le dimanche, il a un excellent rythme de course, il est pas loin des temps de Bottas, il est pas mauvais non plus pour dépasser, il y a des débuts encourageants, mais les qualifications, ça commence à être un sérieux handicap, on est à 7 grands prix, il faut lui laisser du temps, Bottas, c'est un pilote qu'on sait très performant le samedi, mais on part sur une moyenne de 8, 9 dixièmes en qualification, ce qui est à peu près aussi désastreux que Latifi face à Albon, soyons honnêtes. Mais on est très très loin du calvaire. Je suis particulièrement méchant et je tiendrai à m'excuser auprès de Carlos Sainz qui reçoit la même note et la même moyenne. Pourtant, c'est un pilote que j'ai vraiment envie de voir réussir cette saison. Je pense qu'il fera de très très belles choses sur le reste de la saison, plus de podiums. Sa première victoire, on veut qu'il aille chercher sa première victoire. J'ai pratiquement rien à dire sur les premières épreuves, que ce soit du coup à Bahreïn, que ce soit à Jeddah, aussi à Miami où il était pas mal. Le premier problème qui m'a un petit peu rebuté dans mon otage, c'est que en moyenne, il est sur du 2 dixièmes face à Leclerc en Q3. Pourtant, en qualification, Sainz semble toujours là, mais lorsqu'on arrive en Q3, eh bien, Leclerc démontre que lui, il sait mettre ses 3 secteurs bout à bout, qu'il prépare son dernier tour en Q3, alors que Sainz, eh ben, on a l'impression qu'il se cherche encore un petit peu. Ça a été très coûteux en Australie où, certes, il n'avait pas été aidé par un drapeau rouge, mais où au moment où il devait faire son tour, avec très peu de préparation certes, il a essayé de trop en faire et ça s'est terminé par une sortie de piste et une 10e position sur la grille, ce qui s'est traduit en course par une autre sortie de piste au second tour, un petit peu trop d'impatience chez Sainz, et j'ai l'impression qu'il était entré un petit peu dans un cercle vicieux, avec après une sortie de piste à Imola lors de la Q2, il a été percuté par Ricciardo le dimanche, donc ça n'a pas aidé son cas, et ensuite en Espagne, de nouveau une sortie de piste, trop d'inconstance et de précipitation chez Carlos. À Monaco, il y avait du très très bon. On a ressenti le Sainz qui est dans sa course, qui dit à son équipe ce dont il a besoin, et on veut un petit peu plus de ça sur le reste de la saison. Espérons que il va réussir un petit peu à se débloquer sur les prochaines manches, parce que là, l'écart avec Leclerc commence à être un petit peu monumental, et je parle pas qu'en termes de points, je parle en termes de prestations du samedi et du dimanche, où pour moi, à aucun moment, il a été suffisamment convaincant pour faire trembler Leclerc. 16e place pour Yuki Tsunoda, qui se retrouve avec 4,83, une moyenne de 29 sur 60. Je l'ai mis parce que je n'ai pas compté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, parce que le pauvre, non seulement il a pas pu se qualifier à cause de problèmes mécaniques, mais en plus il a pas pu prendre part à la course. Mais sur le reste de la saison, si on regarde un petit peu mes vilaines notes, ça me permet de me rappeler que je le trouve particulièrement inconstant.
inconstant avec du bon, très bon, enfin moyen bon, on va dire, du, voilà, 5, 6, 7, tu vois, mais aussi du pas bon, vraiment pas bon. Et c'est beaucoup mieux que le Tsunoda de l'an dernier qui était principalement sur du pas bon, mais il va falloir peut-être un petit peu rehausser le niveau de jeu. On a eu des prestations particulièrement sympathiques, je pense à Imola, où en plus d'avoir eu un bon rythme, il a offert une très très belle course pour remonter. En Espagne aussi, où il a été particulièrement combatif pour aller chercher un petit point, mais après on a eu du Monaco, où il fait des dégâts sur la voiture en qualification, des sorties de piste en course. On a eu de l'Australie aussi, où il a été particulièrement brouillon, et où il s'est effondré au fil de l'épreuve. Donc c'est particulièrement inconstant sur Tsunoda, c'est pour ça qu'on s'approche pas trop loin de la moyenne, mais qu'on n'y est pas encore, je pense, de mon point de vue. En 15e position, c'est pour la blague, c'est Monsieur Hulk qui se retrouve avec un 5, voilà. Je me suis dit qu'on pouvait toujours le mentionner pour se rappeler qu'il avait été là, qu'il a fait 2 belles qualifs et une assez bonne course en Arabie Saoudite, où il aurait pu marquer des points si la strat avait été un petit peu moins corrompue, abîmée par les safety cars. Le premier des pilotes titulaires récurrents à avoir la moyenne cette saison, chez moi, c'est Lance Stroll. Bon, 14e du classement, avec au final la même moyenne que Hülkenberg. Lance Stroll, c'est un petit peu comme Tsunoda. On a eu du bon, très bon, et du pas bon. C'est-à-dire que d'un côté, tu as eu des prestations comme l'Arabie Saoudite, qui était pas mal, bon, jusqu'à ce qu'il s'accroche. Miami, excellent passage en Q3. On a eu Imola aussi, où il était vraiment pas mal. Et à côté, bah il y a eu la qualif en Australie, où en Australie justement il fait une bonne course le dimanche, tu vois. On a eu Monaco où c'est un désastre total. Donc c'est très très brouillon chez Lance pour le moment, et je trouve que il se fait encore une fois énormément éclipser par son équipier et même un petit peu par ses équipiers, parce que Hülkenberg était un petit peu trop proche de lui à mon sens, et du point de vue de nombreux observateurs, j'ai l'impression, pour selon que Hülkenberg n'avait pas fait de course automobile depuis le Grand Prix du Nürburgring 2020, c'est-à-dire 1 an et demi pratiquement. Avec 5,57 de moyenne, Monsieur Magnussen se retrouve au numéro 13 de ma hiérarchie. Alors, chez Magnussen, on a eu un retour fracassant, sublime Q3, il termine dans le top 6 pour sa première course en Formule 1 depuis 2020. Donc voilà, je lui ai mis un beau 9 et je pense qu'il le mérite parce que c'était vraiment une très bonne course. On sait que la Haas marchait bien ce week-end-là, mais pendant le Grand Prix, il a été agressif, bien défensif, bien offensif. En Arabie Saoudite, il a fait une superbe course aussi à aller chercher des points. Je me rappelle également de sa course à Imola, où la voiture était en très grande difficulté sur les longs relais, mais il a quand même réussi à grappiller quelques unités et à être aussi combatif. Mais à côté, on a eu des prestations brouillonnes, comme en Australie, avec beaucoup de sorties de piste, en Espagne, où du coup il y a eu cet accrochage avec Hamilton au départ. Donc un petit peu de moyens, mais dans l'ensemble, c'est un très bon retour pour Magnussen. Faut qu'il reste un petit peu sur cette lancée, parce que ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir cette saison, mais j'ai plus envie de voir le mauvais Magnussen, j'ai envie de revoir ce beau Magnussen qui fait plaisir à voir en piste. En parlant de ceux qui font plaisir à voir en piste, Nando Alonso, oui, seulement 12, peut-être parce que en tant que fanboy de Nando Alonso, j'ai du mal à l'admettre que je suis fanboy d'un pilote en particulier, mais depuis qu'Alonso est de retour, je ne peux plus me le cacher, c'est le seul qui arrive encore à atteindre mon cœur de pierre, mais depuis ce début de saison, il y a eu du sublime, mais à côté, on a eu du Bahreïn, où il s'est effondré pendant la course, on a eu du Miami, où il nous a fait, du n'importe quoi, à couper des virages, à rentrer dans les autres, où c'était pas très très jojo à voir. Il y a eu ces moments très bas, mais à côté, on a eu de l'Espagne, où il a été incroyable. Je pense aussi à l'Arabie Saoudite, où il est en route pour une très très belle prestation, avant que sa mécanique le lâche. L'Australie aussi, où il a un petit peu fait rêver en qualif avant que sa mécanique le lâche. Bon, ça devient un petit peu récurrent, mais j'ai fait bouger ma caméra. Mais je pense qu'on a eu du bon Nando, mais que la moyenne a été un petit peu ternie par ce qui était vraiment des prestations vraiment pas au niveau, entre nous, si je peux me confier. Et je vais parler justement de Esteban Ocon, qui est 10e à égalité, avec une moyenne de 6, parce que je trouve que c'est un très bon début de saison qui fait,
par rapport à ce qu'on a vu de lui les saisons précédentes. Non pas que c'était mauvais, mais simplement que là, il y a eu ces belles prestations en course. Ocon, c'est un pilote très très bon sur les longs relais, un petit peu comme un Lance Stroll, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude de voir faire de gros coups d'éclat, mais qui en course sait garder ses pneus, sait faire des bons chronos sur les longs relais. En qualification, il y a eu des très très beaux coups d'éclat comme on a pu le voir faire par le passé. Et le petit truc qui manquait, que j'ai senti un petit peu plus cette année, c'était de l'agressivité. Et quand je dis de l'agressivité, je parle pas de vilains coups de roue, même si certains n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, mais je parle de l'aspect offensif du pilote, et je parle de son approche un petit peu défensive, qui était beaucoup plus vivante que ce qu'il a pu démontrer par le passé. Donc honnêtement, je suis très content de son début de saison, et je pense que chez Alpine on l'est aussi, parce que pendant que Alonso se ramasse pas mal de pépins, il y a Ocon qui fait les résultats, et je pense pas qu'il ait laissé beaucoup de miettes sur la table de son côté. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un petit peu plus que la moyenne, tout comme Gasly qui je pense fait encore une fois un excellent boulot. C'est juste que peut-être ça se voit beaucoup moins à cause de sa machine qui est moins performante. Il y a eu qu'une seule fois où je lui ai pas mis la moyenne, c'était en Espagne, et c'est parce qu'il a pratiquement pas roulé du week-end et qu'il s'était totalement planté sur les réglages. Mais bon, ça fait partie du boulot de pilote de course. Monaco, sa course était... il a pas pu faire beaucoup mieux, mais il a su faire marcher la voiture dès le début des essais libres. Le samedi, son week-end a été compromis, mais le dimanche, il a fait des sublimes manœuvres. Donc il y a eu du très très bon pour Pierre Gasly, qui... malheureusement peut-être pour lui, est un petit peu plus discret à cause de la machine, mais je sais qu'on parle un petit peu de lui sur le marché des transferts actuellement pour le lier à d'autres équipes, puisque visiblement chez Red Bull ce sera un petit peu mort pour 2024, donc il va falloir qu'il continue un petit peu sur cette lancée s'il veut pas en faire les frais dans le futur en n'ayant plus de volant. Et en parlant de ceux qui doivent faire des résultats, petite dédicace à Alexander Albon. J'ai peut-être été un petit peu généreux sur le début de saison parce qu'il a totalement éclaté Latifi, mais faut admettre que le mec il marque 3 points dans une voiture qui est probablement en moyenne la plus mauvaise du plateau. Donc c'est une énorme réussite. Et voilà, 9 sur 10 en Australie, honnêtement, je pense pas que ça méritait beaucoup moins, parce que voilà, le mec qui fait 57 tours avec les mêmes pneumatiques, on est sur un tracé qui avait été resurfacé, on est aussi sur un tracé où c'est assez compliqué de dépasser, mais il avait le rythme, c'est ça le truc, il avait le rythme, il était à peu près aussi rapide que des Alpines ou que d'autres équipes du milieu de peloton. Un petit peu plus compliqué sur les 2 dernières épreuves, en Espagne on a expliqué qu'il avait eu des problèmes de fond plat, à Monaco, ça a été très très brouillon le dimanche, mais il colle du 8/10 en moyenne à Latifi, et il n'est pas passé loin des points en plus de ceux qu'il a marqués en Australie et qu'il a récupéré à Miami grâce aux pénalités. Il est passé pas loin d'en marquer aussi en Arabie Saoudite et à Imola. Donc voilà, c'est du beau Albon, et celui qui fait plaisir à voir, et pas celui qui était très pâteau dans ces années Red Bull. En remontant d'un cran, je retrouve un Sébastien Vettel qui me ravit depuis ce début de saison et qui me fait vraiment regretter ce temps où Vettel c'était un nom qu'on voyait aux avant-postes, un petit peu comme Alonso Raikkonen, tiens. Bref, tout ça pour dire que après 2 grands prix manqués à cause du monétisation virus et un retour totalement catastrophique en Australie avec une sortie de piste en essai libre, puis un crash pendant la course avec une sortie de piste juste avant, il a réalisé, je trouve, de très très belles prestations. À Imola, tout de suite sous la pluie, enfin ça c'est le Vettel, celui qui gagne en 2008 à Monza, tu vois, c'est celui qui fait ce genre de truc sous la pluie, où on l'oublie un petit peu parce qu'on se rappelle plus du final dramatique, mais Interlagos 2008, sous la pluie, c'est lui qui manque de voler le titre à Hamilton en le dépassant à quelques tours de la fin. Ça y est, j'ai dit voler, on va me traiter de fanboy, on va dire piqué, voilà.
Donc ça, c'est du Vettel qui fait plaisir à voir, agressif dans le peloton, pas loin de marquer des points aussi à Miami quand les deux Aston marchaient plutôt bien mais ont été relégués au fond de peloton, et en fin de course, il s'est fait taper par Schumacher. Vettel, je sais que beaucoup l'envoient dehors en fin d'année, mais là, pour le moment, ce que je vois, c'est un mec qui dit « Salut, j'ai 4 titres, j'ai gagné plus de Grands Prix qu'Alain Prost, et je suis là pour être champion du monde une 5e fois. » J'ai pas l'impression de voir un futur retraité, et quand je compare à ce qu'il y a dans le garage à côté, bah... Pour selon qu'il y en a un qu'on envoie à la retraite et l'autre qui est encore très jeune, bah je trouve que Seb fait un boulot irréprochable depuis le début de saison, sauf en Australie, mais bon, on sait que les circonstances étaient difficiles pour lui. Brochette britannique en 6e position. On va d'abord rattaquer avec Lando Norris. Je le disais, face à Ricciardo, c'est totalement irréprochable et honnêtement, avec une moyenne de 6,86, Norris, j'ai vraiment rien à reprocher depuis le début de saison, si ce n'est qu'on sait pas vraiment où il est parce que à côté, Ricciardo, il est toujours à 3-4 dixièmes et même dernièrement à 8 dixièmes à Monaco. Y a pas trop de références, mais non, c'est le Lando qu'on a vu l'an dernier. Il continue sur sa lancée, et le pauvre, j'ai l'impression qu'on l'oublie, mais le mec, il a tiré un podium avec cette bagnole qui semblait très très loin en début de saison. On peut être impatient de le voir dans une monoplace qui peut jouer aux avant-postes avec Leclerc, Verstappen, et Russell et toute la future génération. Donc pour le moment, je pense que chez McLaren, on est très content de l'avoir verrouillé pour les 15 prochains siècles. À égalité de points avec Lewis Hamilton. De son côté, Lewis, j'ai senti là le mec qui t'a gagné 7 titres, le mec qui sublime sa machine course après course, qui a joué le titre l'an dernier avec une voiture qui était loin en début de saison. Et j'ai senti le mec qui se faisait mettre la misère par les pneus Pirelli en 2011 et par Button. C'est-à-dire le pilote qui fait rêver ses fans, et le pilote qui fait lever un petit peu les yeux au ciel de temps en temps. Non pas que c'était désastreux, mais quand tu te fais éliminer en Q1 à Jeddah, je sais que la voiture, la Mercedes, voilà, c'est pas une voiture qui va jouer le titre cette saison, ou alors il faudra un sacré miracle. Mais quand même, l'élimination en Q1, c'était un petit peu trop abusé. Bon, je sais qu'on va parler de problèmes de réglage, mais encore une fois, un pilote, il doit faire avec ce qu'il a entre les doigts. Et c'est pas comme si c'était l'expérience qui lui manquait, même si le dimanche, il a fait une très très bonne course, hein, Lewis. Et ensuite, bah, il y a un petit peu Imola qui m'a laissé pantois. Il y a un petit peu Imola qui était frustrant, mais bon, on était dans des conditions indoublables, et puis, comme je l'avais dit à l'époque, il allait pas risquer de se foutre dans le mur pour une 13e place. Sinon, bah, on a eu l'Espagne, hein, ça parle tout seul, 2e temps le plus rapide en course. On a eu Bahreïn aussi, où il a été très très bon, très très agressif avec les Ferrari et les Red Bull au départ, alors que la Mercedes semblait loin en termes de rythme. C'était pareil en Australie. Donc il y a eu du bon, du très très bon, et à côté il y a eu du 6e ex-aequo avec Lando. Au final, mon plus grand désarroi, c'est de me dire que juste devant lui, dans le top 5, avec une moyenne de 6,86, c'est Valtteri Bottas, qui est ex-aequo, en fait, en 4e position, je viens de le capter. Mais on va d'abord parler de Bottas, puisque, comme peut-être avec Albon, j'ai été assez généreux sur les premières manches, parce qu'on s'attendait pas du tout à ce que l'Alfa Romeo marche aussi bien. Là, très clairement, pour moi, l'Alfa Romeo, c'est une voiture de top 10, donc j'ai été peut-être un petit peu plus réservé sur les dernières, voilà, 6 à Monaco, Miami 6 aussi, alors qu'à Miami il fait quand même une sortie piste où il perd 2 places, donc j'ai vraiment peut-être été assez généreux. Mais là, Bottas, il est dans la situation de rêve pour lui. Alors soyons honnêtes, hein, la situation de rêve pour lui, c'est de jouer la gagne tous les dimanches, mais il est dans une voiture qui va vite, qui manque cruellement de fiabilité, mais où il a suffisamment d'expérience pour arriver à le compenser. Et il est dans une voiture qui, généralement, s'en sort très bien en qualif sur un tour, et dans une écurie qui est généralement un petit peu seule au monde, c'est-à-dire que généralement, il est un petit peu trop loin derrière des top teams, et juste devant les autres, ce qui lui permet de faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir rouler tout seul, et... Bon, on va voir hein, s'il a des pilotes à doubler en piste, parce que là, c'était pas trop le cas depuis le début de saison, à l'exception de Bahreïn, évidemment, mais bon, Bahreïn,
C'est du beau spectacle, j'aime beaucoup Bahreïn, mais voilà, c'est du DRS, surtout on l'a vu avec Leclerc et Verstappen, c'était le DRS qui faisait absolument tout sur cette épreuve, mais sinon dans l'ensemble, on a du beau bobo, on a du Bottas qui nous rappelle celui qu'il était chez Williams, et avec un coéquipier qui est encore en train de pédaler dans la smoule, eh bien il est un petit peu moins encombré en termes de comparaison. Checo Pérez est à égalité du coup avec ses 48 points, une moyenne de 6,86. Je suis ravi. Honnêtement, je suis ravi pour lui parce que Sergio, c'est un pilote qu'on attendait de voir éclore il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il venait d'être signé pour McLaren en 2013 et encore Ferrari avait dû résilier son contrat parce qu'il était dans la filière Ferrari et qu'il serait dans l'équipe sur les prochaines saisons. Et ensuite, c'est parti en cacahuète parce que McLaren était nulle part et puis McLaren l'a lâché pour prendre Magnussen, qui l'a lâché pour prendre Alonso. Enfin, c'était l'époque McLaren, je fais n'importe quoi. Et il l'avait trouvé un petit peu pied d'appui chez Force India, où il faisait des résultats inattendus, de temps en temps des péraiseries, qui étaient pas très très belles, mais dans l'ensemble des bons résultats. Et l'an dernier, quand il a eu sa chance, il a su saisir de belles occasions pour faire des beaux résultats, mais en même temps, c'était très loin. Très très loin de ce qu'on attendait, et là depuis le début de saison c'est presque impeccable. Il y a eu des week-ends un petit peu comme Miami ou Bahreïn où je l'ai senti un petit peu trop loin de Verstappen, mais où c'était quand même le strict minimum était fait, et encore à Miami il avait des soucis de power unit pendant la course. Mais voilà, donc ça fait plaisir de voir Checo aux avant-postes, ça fait plaisir de voir un pilote éclore alors que ça fait 10 ans qu'il est en Formule 1, qu'il a passé la barre des 30 piges. Et pour moi, Pérez, pendant très longtemps, c'était un petit peu un des rebuts, un des pilotes qu'on avait tendance à oublier parce qu'il était dans le milieu de peloton, mais qui pour moi méritait, au même titre qu'un Valtteri ou qu'un Hülkenberg, d'avoir sa chance dans un top team. Et on se disait qu'il l'aurait jamais. Il l'a enfin eu. Là, il vient d'être prolongé en plus pour 2 autres saisons, donc là, Checo, il vit un petit peu la vie de rêve, il a gagné Monaco, c'est le pilote mexicain le plus couronné, et je pense que, il va clairement pas jouer le titre pour moi, parce que Verstappen, c'est quand même dans une autre ligue, mais il est aux avant-postes, et voilà, il va vivre la belle vie s'il continue à performer de la sorte. Dans mon top 3, il y a ce pilote qui me vendait du rêve en Formule 2 par sa maturité, par sa gestion de course. Et là, depuis qu'il est signé chez Mercedes, je me suis dit, je vais essayer de garder la tête aussi froide que possible, parce que mon but, c'est d'être aussi impartialement partial que possible, pour justement essayer d'apprécier la Formule 1 avec le plus de distance possible, pour essayer de mettre tout le monde dans le même panier, parce que c'est ce que j'essaye le plus de faire ici, évidemment, de donner un traitement à peu près paritaire aux pilotes dans la manière dont je regarde leurs courses, tout en même temps me permettant d'y ajouter ma petite pointe de sel, parce que j'aime rire, et ma petite pointe d'adoration, parce qu'au final, je vénère les pilotes de Formule 1. Mais voilà, George Russell, je me dis, j'avais pas envie de le mettre aussi haut mais il y a un moment, faut admettre qu'il est d'une régularité insultante, quoi. Pour moi, c'est un pilote que je m'attendais à voir braver l'adversité dans le peloton pour à chaque fois tirer des résultats inattendus, ça aurait été Hamilton, justement. Alors que Hamilton, ça a justement été celui qui nageait un petit peu en fonction de la hauteur des vagues, si tu vois ce que je veux dire. Quand ça va bien, ça va très très bien, mais quand ça va mal, ça va pas mieux, quoi. Alors que Russell, quand ça va bien, ça va très très bien, et quand ça va pas bien, l'Australie, il est derrière Hamilton en termes de rythme tout au long du week-end. Coup de miracle, il finit devant, il prend le podium. Miami, idem, il galère avec la voiture en qualif. Le dimanche en course, on tente une stratégie alternative. Il y a le petit coup du destin, il finit devant Lewis. Voilà, c'est ce petit truc, cette petite chance insolente qui habituellement définissait un petit peu Hamilton dans ces moments de galère. Là, depuis le début de saison, Russell, non seulement il arrive à tirer le meilleur des occasions un petit peu désespérées, mais en même temps, l'Arabie Saoudite, le week-end
est nickel. Je pense aussi à Imola. La Mercedes était nulle part comme on l'a vu en termes de rythme. Au départ, opportuniste comme pas possible. Encore une fois, il y a la petite dose de chance d'être du bon côté de la piste, mais il prend les positions. En course, il arrive à tirer un top 5 avec la Merc, c'est presque un miracle. L'Espagne, il a démontré qu'il savait bien défendre. Après, en même temps, j'ai envie de dire, Russell, il a passé à peu près 3 saisons à défendre. Voilà, chez Williams, il se qualifiait trop haut et après, il essayait de défendre ce qu'il y avait derrière lui. Mais il le fait très très bien depuis ce début de saison. Je pense que les attentes que pouvait avoir Mercedes quant à lui sur ses premiers Grands Prix sont largement dépassées. Donc bravo Georgie Boy, et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Et enfin, en numéro 1 à égalité, j'aurais voulu le faire, que j'y serais pas arrivé, Leclerc-Verstappen, je vais commencer avec Leclerc. On va faire par ordre du championnat. Pour ce qui est de Charles, encore une fois, et c'est l'exact inverse de Maximus, les qualifs, voilà. Les courses, il n'y a pas de réussite. Mais les qualifs, c'est de l'art. Verstappen, c'est l'inverse, tu vois. Lui, les qualifs, c'est de temps en temps comme ça, mais le dimanche, il est irréprochable, il ne lâche rien, et il a cette petite dose de réussite supplémentaire et cette intelligence de course qu'on a tendance à sous-estimer, je pense, chez Verstappen, j'ai l'impression, ou pas de sous-estimer, mais à ignorer, alors que chez Leclerc, Leclerc est un très très bon gestionnaire en course, il a énormément mûri depuis qu'il est chez Ferrari, mais il a pas cette expérience des duels aux avant-postes qu'a Verstappen, et c'est ce qui fait la différence jusque-là pour moi. Et il y a cette petite dose de Leclercerie qu'on a vue à Imola, qu'on n'a pas envie de revoir sur le reste de la saison, qui est que lorsque les choses ne vont pas bien, parce que Ferrari n'allait pas très très bien sur les longs relais à Imola, et il y a cette tendance à vouloir trop en faire, que je décrivais chez Sainz justement, mais là clairement, Leclerc c'est je voulais trop en faire et je perds la voiture et je manque d'abandonner bêtement et je perds de gros points. Et ensuite, après cela, il y a la dose de malchance qui va avec le moteur qui lâche en Espagne, avec à Monaco la stratégie qui ne va pas dans son sens, mais en même temps, peut-être, j'ose le dire, pas autant d'audace, il n'y a pas autant le côté je prends les choses en main et je m'impose, qui va peut-être un petit peu falloir travailler chez Leclerc parce que je sens que c'est quelque chose qu'il a toujours un petit peu manqué, ce côté je m'affirme en piste, il le fait très bien de s'affirmer, mais pour ce qui est de sa relation dans son équipe, tout ça, il est peut-être un petit peu trop tendre, un petit peu trop en manque de confiance, peut-être, je sais pas, je spécule, je suppose. Et Verstappen, idem, on a eu du très très beau Verstappen. C'est ce que j'ai adoré dans leur lutte à Bahreïn et en Arabie Saoudite, c'est que il ne lâche rien, ce mec. Alors, de temps en temps, ça en devient exaspérant parce que on l'a vu sur la fin de saison dernière, c'était déplorable ce qu'il pouvait faire en piste, je trouve, mais j'aime ce pilote qui ne lâche rien. La passe d'armes en Arabie Saoudite était incroyable. J'ai envie d'insulter la FIA parce que quand même, c'est un peu à cause d'eux qu'on avait des pilotes qui se foutaient des gros coups de frein devant une zone de DRS parce que c'est totalement ridicule, mais quand même, il est là. Il est là pour faire les résultats. En qualification, comme je le disais, il a peut-être un petit peu de mal, ou peut-être que c'est juste qu'il ne maximise pas autant ses réglages pour le samedi que pour le dimanche. On l'a vu à Miami, justement, c'était incroyable de voir que Ferrari n'avait même pas préparé ses relais en pneus durs, alors que chez Red Bull, on s'est focalisé que sur les médiums et les durs, et ça a fait toute la différence le dimanche. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît chez Max, et qui, je pense, plaît à beaucoup de monde, et que j'ai envie de voir chez Leclerc. Leclerc, pour moi, il a cette capacité, mais il manque peut-être de confiance et de 2-3 petits paramètres ajustés, comme Verstappen au début. Verstappen, ça pouvait aller dans tous les sens à ses débuts. 2-3 petits paramètres ajustés, et je pense que si ces deux-là jouent le titre jusqu'au bout, on peut avoir une très très bonne lutte comme l'an dernier. Et en plus, avec des coéquipiers qui sont vraiment pas loin, mais ça fait vraiment
plaisir d'avoir, pour 2 saisons consécutives, un début de saison qui laisse entrevoir de belles luttes aux avant-postes, une hiérarchie totalement chamboulée, et en plus avec un peloton qui est totalement bordélique, parce que comme on le voyait chez McLaren, chez Alfa Romeo, il y a des disparités entre les équipiers, alors que chez d'autres, chez Alpine par exemple, eh bien il y a des coéquipiers très proches. Donc c'est ce qui va faire plaisir à voir, et derrière, ben on sait que même si Aston Martin et Williams sont les dernières forces du peloton, ben on sait que de temps en temps, elles peuvent venir grappiller des points, et voilà, je remercie cette saison 2022 pour ce début en tout cas. On a des courses qui sont globalement très bonnes, parce qu'à défaut d'avoir des circuits qui permettent de se dépasser, coucou Miami, on a des voitures qui, promesses tenues, arrivent à se suivre et proposent en plus des nouveaux challenges en termes de pilotage qui font ressortir davantage les compétences de pilote. Les différents styles de coups de volant qu'on peut observer se ressent beaucoup plus cette année, et c'est un vrai plaisir à observer. J'espère que tu apprécies aussi ce début de saison. J'espère que tu as apprécié passer beaucoup trop de temps en ma compagnie avec ma voix irritante. Donc merci d'avoir été là, je te fais des gros bisous là où tu sais, ou là où tu ne sais pas, à toi de voir. Et on se dit à très bientôt sur Snapchat. À force, on va vraiment croire que j'ai Snapchat.